Bonjour, bienvenue à notre table ronde sur l'assurance dommage ouvrage. Table ronde d'1 heure, 50 minutes de présentation par nos 3 intervenants, suivis de 10 minutes pour répondre à vos questions. Pour le confort de tous, nous vous invitons à couper vos micros. Vous pouvez poser vos questions via l'espace de discussion à votre disposition et nous vous remercions de bien vouloir couper vos caméras. En cas de difficulté technique, n'hésitez pas à nous le dire via l'espace de discussion. Je suis Blandine Douot, responsable processus métier et développement au sein de Verifimo. Je vous présente les intervenants à cette table ronde. Dans l'ordre de prise de parole, aujourd'hui, vous retrouverez Maître Cyril Charbonneau, avocat spécialisé en droit de la construction. Monsieur Cédric Wallace, inspecteur souscripteur construction chez MMA et expert pour l'agence qualité construction. Madame Aurélie Michalet, dirigeante de Verifimo. En amont des échanges, il est important de rappeler que l'obligation de souscription d'un dommage ouvrage dans le cadre de la maison individuelle incombe au maître d'ouvrage, au particulier. Dans le cadre des projets de financement hors CCMI, contrat de construction de maison individuelle, la banque n'a pas pour obligation de vérifier la présence de la souscription de cette assurance dommage ouvrage. La banque est tenue par un devoir de renseignement et de conseil sur l'obligation de souscription auprès du maître d'ouvrage. Cependant, on a fait 2 constats. Certains établissements prêteurs font le choix d'exiger la présence de cette assurance dommage ouvrage sur toute ou partie des projets présentés hors du cadre d'un CCMI afin de sécuriser le financement. Autre constat, la difficulté pour le maître d'ouvrage particulier de trouver un assureur dommage ouvrage pour couvrir son projet. De ce constat est née l'idée de pouvoir proposer une solution dommage ouvrage au particulier et lui proposer une assurance de qualité tout en le déchargeant de la partie montage du dossier, ce qui aboutit aujourd'hui au partenariat donc MMA Verifimo. Je laisse la parole à Maître Cyril Charbonneau qui va vous présenter les origines de l'assurance dommage ouvrage et ses mécanismes. Bonjour Blandine, bonjour à tous. Évidemment, on va être assez efficace et aborder un certain nombre de sujets à propos de l'assurance dommage ouvrage. La première, je pense qu'il lève une des premières questions qu'on a vocation à se poser quand on est maître d'ouvrage particulier, c'est à quoi bon avoir une DO si il y a déjà une assurance qui est souscrite par l'entreprise ou les entreprises qu'on a vocation à faire intervenir. Et pour répondre à cette question, donc, les 2 assurances qui sont en antagonisme apparent, c'est l'assurance dommage ouvrage que vous proposez de souscrire, que vous devez souscrire, on va en parler, et il y a l'assurance de l'entreprise. Et l'assurance de l'entreprise, c'est l'assurance de responsabilité décennale. Donc la logique, c'est dès lors qu'il est acquis qu'elles ont plus ou moins le même champ d'application, à quoi bon prendre une assurance dommage ouvrage? Alors la réponse, elle est presque liée à l'origine de l'obligation. Elle naît de la loi de 78, c'est-à-dire il y a très longtemps. L'idée, c'était de se dire, en fait, la décennale, c'est bien, mais ça suppose un procès. Voilà. Et un procès, c'est long, c'est coûteux, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande d'aller voir des gens comme moi, c'est-à-dire des gens très désagréables, enfin surtout coûteux, et surtout ça prend beaucoup de temps. Donc l'idée du législateur, donc il y a plus de 40 ans, c'était de se dire, si on mettait en amont un assureur qui aurait vocation à assurer le préfinancement. Voilà. L'idée, ce serait, lui n'a pas vocation à payer la charge qu'on appelle définitive de cette dette-là. Par contre, c'est lui qui va être chargé d'indemniser et d'indemniser au plus vite. Voilà. Et donc ça, c'est l'esprit de l'ADO dans le système Spinetta, c'est ce qu'on appelle un système à double détente. On va d'abord mobiliser l'ADO. L'ADO a vocation à couvrir ou pas, selon le champ d'application de cette garantie, évidemment. Et ensuite, c'est elle qui fera les recours une fois qu'elle aura indemnisé l'assuré. Alors, quel est l'intérêt, du coup, pour l'assuré de souscrire? C'est évidemment que c'est plus simple de parler à son assureur parce que c'est un mécanisme simplifié, c'est des lettres rares, et puis parce que on va en parler, mais pour mettre en œuvre cette garantie, l'assureur va amener en quelque sorte des services. Voilà. Et ces services-là sont inclus dans la logique de l'ADO. Donc on retient à ce stade-là, l'origine de l'obligation, elle naît de l'idée qu'il faut rendre efficient la garantie décennale, c'est ça l'idée de l'ADO. Et pour la rendre efficiente, on va mettre en place une assurance dommage à côté de l'assurance décennale. Donc c'est bien les deux, et les 2 sont nécessaires, et d'ailleurs les 2 sont si bien nécessaires qu'elles sont obligatoires toutes les 2, hein. Une pour l'entreprise, l'autre pour le maître d'ouvrage. Alors,
on en arrive là à notre sujet. Quand est-ce que j'ai vocation à devoir souscrire une DO? Comprendre devoir, hein, dans le code des assurances, il n'y a pas écrit je peux, il y a écrit je dois. Et donc évidemment, la question ne devrait même pas se poser, c'est est-ce que j'ai intérêt à la souscrire, puisque c'est un peu comme dire est-ce que j'ai intérêt à m'arrêter au feu rouge? Ben, la réponse est non, puisque c'est une obligation. Je suis navré pour vous, mais il ne faudrait pas violer cette règle. Alors on va expliquer d'ailleurs qu'il faut tellement pas que c'est une très très mauvaise idée pour la gestion patrimoniale d'un maître d'ouvrage. Et moi qui fais beaucoup de contentieux, autant vous dire que le dossier n'a pas du tout la même coloration pour un maître d'ouvrage quand il y a une DO et quand il n'y en a pas. Voilà. Par ailleurs, il faut une DO d'un assureur solvable et de qualité, mais pour les MMA, il n'y a pas tellement de doute sur ces questions-là, donc on ne vient pas là-dessus. Alors, quand est-ce que je dois? Alors, c'est quand je fais un ouvrage, quand je commande des travaux constitutifs d'un ouvrage. Or, la notion d'ouvrage, c'est une notion qui est très extensive aujourd'hui. Alors, je ne vais pas prendre des heures pour vous expliquer ça, mais autant au tout début de l'assurance dommage ouvrage, il y a plus de 40 ans, l'idée c'était quand je construis une maison neuve. Donc là, c'était assez simple. Si je ne construis pas du neuf, si je fais des travaux sur un existant, ça ne jouait pas. Désormais, en fait, tous les travaux qui conduisent à modifier les éléments fondamentaux d'une maison, c'est-à-dire les murs porteurs, la couverture, l'isolation, enfin tous ces lots-là, dès lors qu'on est sur ce qu'on appelle une rénovation lourde, ça marche comme si on construisait une maison neuve. Donc le champ est en fait très très vaste, jusqu'à des degrés de travaux qui ne sont pas extrêmement importants en termes financiers. Alors évidemment, quand ça coûte 3 francs 6 sous, on va peut-être pas prendre une DO. En revanche, dès qu'on commence à faire ce qu'on appelle un bouquet de travaux, là, dans ce cas-là, la DO, la question de la souscription de la DO a vocation à se poser et évidemment se poser, c'est aller vers une question pratique, c'est comment je la souscris, comment je m'y prends et est-ce que c'est facile d'en obtenir une? Voilà, c'est un peu ça les questions pratiques. Une fois que j'ai compris que ça sert à quelque chose et que surtout je dois l'avoir, je me dis, alors du coup, comment je vais faire? Alors, dernière observation avant de basculer là-dessus. Pourquoi j'en aurais besoin? Parce que la DO va couvrir les dommages qu'on estime importants. Voilà. On dit de gravité décennale dans le texte. Gravité décennale, c'est soit qu'il y a un problème de solidité, donc un morceau de toiture qui s'effondre, un mur qui se fissure, des lézardes sur les dalles porteuses de la maison, enfin donc des sinistres, comprenez, qui vont coûter beaucoup plus cher que les travaux d'origine à réaliser. Et très objectivement, que la majorité des maîtres d'ouvrage privés n'ont pas la capacité de porter financièrement. C'est bien ça le sujet. Donc, c'est quoi la DO? C'est de s'assurer que ces dommages qui sont graves vont être couverts par l'assurance dommage ouvrage, et ce, sans se poser la question de est-ce que je dois faire un contentieux pour y arriver. Et cette gravité décennale, et c'est la dernière observation, elle s'étend de plus en plus largement, de sorte qu'aujourd'hui, c'est plus seulement ce qui est très très grave, c'est aussi ce qui est embêtant dans l'utilisation de l'ouvrage, ce qu'on appelle la destination de l'ouvrage. Donc, autrement dit, et si on synthétisait au stade où on en est, pourquoi je la souscris? Parce que ça m'évite d'avoir à faire du contentieux. Pourquoi c'est important? Parce que ça va couvrir les dommages que techniquement, je ne suis pas en capacité financière de porter. C'est pour ça que, Blandine, quand tu disais les banques exigent la souscription d'une DO, c'est parce qu'en réalité, ça va assurer une sorte de solvabilisation de l'efficience des remboursements de prêts, parce qu'évidemment, si vous devez encaisser un prêt et que par-dessus ça, vous prenez des travaux de reprise que personne ne veut financer, bien évidemment, le remboursement du prêt va être obéré. Dernière observation, vous la souscrivez pour vous, c'est une assurance de choses, hein, c'est une assurance dommage, mais vous la souscrivez aussi pour ceux qui vont suivre vos pas dans la propriété des immeubles. Ça, c'est très, très important. On sait qu'aujourd'hui, on espère tous, quand on achète une maison, y rester un certain temps, mais on sait aussi que la vie est maintenant complexe et qu'on a vocation à déménager, il y a des problèmes de couple, des recompositions, il nous faut une chambre de plus, 2 chambres de moins, voilà. Et tous ces sujets-là conduisent à une beaucoup plus grande mobilité patrimoniale statistiquement. Et la conséquence, c'est que quand vous revendez dans les 10 ans qui suivent la réception de votre ouvrage, la réception, c'est la fin des travaux pour faire ça, vous êtes tenu de garantir votre acheteur de la décennale. Et là, comment vous dire, si vous n'avez pas souscrit de DO, vous n'avez pas souscrit le petit copain qui va avec, qui s'appelle la CNR, le constructeur non réalisateur, qui est votre assurance à vous quand vous vendez et que vous n'avez pas construit mais fait construire, et qui va vous couvrir dans l'hypothèse, évidemment d'école, mais quand même constatée régulièrement dans les contentieux, où votre acheteur malicieux achèterait en ayant bien vu qu'il y a un problème, et sitôt qu'il a acheté, il vous fait un procès pour demander le remboursement des désordres de gravité décennale. Et c'est ça que vous devez retenir, c'est que vous êtes tenu
à garantir ces désordres-là quand même, vous n'êtes pas constructeur. Et donc, comment me protéger de ça? Donnant à mon acquéreur une DO, donc lui, il peut la mobiliser, donc c'est déjà commun, et moi-même en souscrivant l'assurance connexe, qui est l'assurance constructeur non réalisateur, qui me permet moi d'être protégé une fois que j'ai vendu. Alors, j'en ai fini sur ce premier temps, qui est un temps de positionnement des éléments essentiels. Et donc, on en vient à la question pratique, c'est comment je souscris. Alors, souscrire, quand on est un particulier, quand on fait des travaux, c'est compliqué parce que l'assurance dommage-ouvrage, c'est tellement bien couvrant que les assureurs ne sont pas hyper enclins à vouloir en donner. Il faut quand même être à peu près clair. Donc, si vous y allez par vous-même, en fait, vous aurez difficilement accès au marché de la DO, ou alors vous aurez accès à un marché frelaté, c'est-à-dire des assureurs qui ne sont pas établis sur le territoire national français, puis une fois qu'ils ont souscrit, ils se barrent avec la caisse. Vous voyez très bien qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'assureurs comme ça, un peu exotiques, qu'on a appelé exotiques, intervenant en libre prestation de services, qui aujourd'hui ne sont pas solvables. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, MMA, c'est solide parce que c'est en France, et parce que si moi, un jour, je dois mobiliser MMA ou le groupe Covea, je sais où les trouver et je sais qu'ils sont solvables. Là où si c'est un assureur de Liechtenstein ou du Guatemala, comment vous dire, c'est un peu plus compliqué. Alors du coup, la souscription, elle est à peu près simple, mais c'est là où peut-être Verifimo a vocation à être une aide précieuse. Il y a quand même un dossier technique qui n'est pas négligeable. Voilà. Il faut déclarer son risque. C'est ce qu'on appelle la déclaration initiale de risque. Et dans ce cas, l'assureur va demander un certain nombre d'éléments, des éléments techniques, des rapports du contrôleur technique parfois, ce qu'on appelle le rapport initial. Ils vont demander parfois des études de sol s'ils estiment que c'est utile. Et ils vont demander des pièces, les attestations d'assurance des entreprises qui sont pressenties pour intervenir, etc. etc. Et cet établissement du dossier technique est fondamental, puisque c'est ça qui va générer pour l'assureur la confiance qu'il a dans votre projet, techniquement, mais aussi la capacité qu'il aura d'exercer ses recours. Et donc, en fait, là, c'est assez technique parce qu'il faut être en capacité de lire des attestations d'assurance, il faut comprendre ce qu'on vous demande, c'est pas toujours simple. Quand on vous dit, voilà, déclarer la valeur des existants, et c'est super, mais moi, je comprends pas trop. Et là, il y a un travail technique. Et ce travail technique doit être fait avec efficacité parce que l'assureur couvre dans les conditions de la déclaration. C'est-à-dire que si on oublie des choses, par exemple, si on oublie de déclarer la valeur des existants, ça va poser une difficulté. Si on déclare, on n'a pas l'attestation d'assurance d'un des constructeurs, l'assureur va dire t'es mignon, mais comment je fais mes recours? Donc, vous voyez, ça, c'est la souscription, je dirais, en amont. Donc, c'est le point de départ. Et en principe, ça doit être bouclé avant le commencement des travaux. Enfin, la loi dit à compter de la déclaration d'ouverture de chantier, ou le commencement des travaux, s'il n'y a pas de déclaration d'ouverture de chantier, mais vous comprenez donc que ça doit être calé très en amont de votre projet. Et pour ce faire, c'est le premier temps. Alors ensuite, la déclaration, elle n'est pas qu'en un temps en matière de DO, elle est en quelque sorte en deux temps. Vous avez ce premier temps qui va permettre à dire à l'assureur, OK, j'y vais, go. Et ensuite, il y a un deuxième temps, c'est l'assureur, à la fin, il va vous demander de déclarer la fin de l'opération. Il va vous demander le PV de réception, les attestations à jour des entreprises intervenantes, le coût définitif de l'ouvrage, puisque la prime est souvent calculée sur le coût de l'ouvrage. Et donc, voilà comment on souscrit une DO, étant observé qu'il faut être honnête. Il ne s'agit pas de tricher. Vous savez que les assureurs, en général, quand l'assureur a accepté un risque en connaissance de cause, honnêtement, c'est rare qu'il ne joue pas le jeu. Là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est quand un assureur a l'impression qu'il a été dupé. Voilà. Du coup, la déclaration, j'insiste dessus, mais une déclaration, ça doit se faire en bonne intelligence. Mais j'insiste encore plus, c'est technique, la déclaration de souscription en matière de DO. Et donc, être accompagné, c'est plutôt une très bonne chose parce que ça vous permet de deviner ce qui est important et ce qui n'est pas important. Alors voilà, on va dire, là, on a un peu notre DO en main. Et donc, il y a deux points qu'on pourra aborder dans le temps qu'on a encore disponible. Le premier, c'est finalement, qu'est-ce que ça va couvrir et comment ça va être couvert. Alors là-dessus, il faut bien comprendre que c'est un des systèmes, une des raisons les plus évidentes de la souscription d'une assurance dommage-ouvrage. L'intérêt de la souscription de l'assurance dommage-ouvrage, c'est qu'au lieu de faire un contentieux, donc vous savez que si vous n'aviez pas l'assureur, vous devriez aller devant un juge, demander la désignation d'un expert, que cet expert rende un rapport, que sur la base de ce rapport, votre avocat fasse une assignation, et au bout de 5 ans, vous aurez peut-être une décision au fond. Voilà, donc ça c'est le modèle 1. J'ai pas pris de DO et je suis passé en RCD pur. J'insiste encore qu'il est possible
que comme vous n'avez pas contrôlé véritablement bien les attestations décennales de ces entreprises, ou peut-être vous n'êtes pas très bon sur le recours contre les assureurs décennaux de ces entreprises. En matière de DO, quel est le système? C'est un système qui est beaucoup plus simple, en fait. Vous allez faire une lettre RR, donc il y a un modèle de déclaration type qui est décrit dans la loi, enfin précisément dans ce qu'on appelle les clauses types. Et bon, vous allez recopier le modèle, vous allez décrire votre désordre, l'endroit, etc. Et à partir de ce moment-là, va naître une procédure qu'on dit amiable, qui est un préalable à tout contentieux, mais qui va permettre d'essayer de purger le dossier intelligemment, voilà, rapidement et intelligemment. Alors, intelligemment, pourquoi? Parce que vous allez bénéficier de quelque chose qui est très important en matière de DO, c'est la désignation d'un expert amiable par l'assureur dommage ouvrage. Alors vous pouvez dire, oui, c'est l'expert de l'assureur, mais en fait non, c'est l'expert des parties qui a vocation à déterminer si oui ou non ce que vous avez décrit dans votre déclaration, ça relève ou pas de l'assurance dommage ouvrage. Donc c'est hyper important de comprendre ça, parce que le type qui vient, il coupe du pognon. Si vous deviez faire la même chose avec un expert privé, vous lâcheriez de l'argent, et beaucoup. Là, vous avez l'avantage, c'est que sauf hypothèse particulière où l'assureur estime qu'il n'y a pas besoin de désigner un expert, parce que c'est soit pas assez cher, soit c'est sans rapport avec la question de la DO, dans ce cas-là, l'expert va être désigné. Et cet expert, il va travailler dans un délai qui est très resserré, qui est un délai de 60 jours, donc un délai de 2 mois, dans lequel il va devoir convoquer les parties, donc c'est contradictoire, hein, les entreprises, s'il y a un architecte, l'architecte, etc. Et puis on va venir sur place avec vous pour regarder le désordre, l'analyser et il va rendre un rapport. Un rapport qui se prononce sur quoi? Qui se prononce sur l'ouverture ou non de la garantie dommage ouvrage. Alors quelles sont les conditions pour que la DO fonctionne? C'est simple, hein, il faut un désordre. Ça, c'est important, hein. Il faut un dommage matériel. Un désordre, c'est quelque chose qui se montre du doigt. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, il ne s'agit pas de dire j'avais demandé du chêne, j'ai un parquet en bouleau. Ça n'a rien à voir, c'est pas un désordre, ça s'appelle une non-conformité. C'est pas bien, hein, je dis pas que c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec la DO. La DO, elle répare des problèmes matériels, elle répare ce qu'on appelle des dommages, mais qu'on comprend comme des désordres. Et quand vous avez un doute, vous dites est-ce que j'arrive à le montrer du doigt? Voilà. C'est une technique très simple, mais vous allez voir que la frontière se fera très vite pour vous. Donc, si j'ai un désordre, c'est la première condition. Il me faut en principe que le désordre soit post-réception, donc ce n'est pas une garantie pendant la période du chantier, c'est une garantie qui a vocation surtout à s'épanouir après. Avant, il y a une autre garantie qui existe et qui est susceptible d'être souscrite, mais ce n'est pas l'objet de la journée, c'est la TRC, tout risque chantier. Mais à compter de la réception, en revanche, vous allez avoir une période de 10 années, et 10 années, c'est pas rien, 10 années pendant laquelle l'assureur va donc devoir répondre si vous lui déclarez et prendre en charge s'il y a des dommages de gravité décennale. Alors, la gravité décennale, on l'a vu tout à l'heure, c'est une atteinte à la solidité ou une atteinte à la destination. Étant observé qu'une atteinte à la destination, ça peut être par exemple, le chauffage ne fonctionne plus du tout, ou j'ai un dysfonctionnement de mon système d'extraction d'air qui fait que ça ne tire plus dans ma cheminée. Alors évidemment, quand il y a des incendies ou des courts-circuits électriques ou une dangerosité d'installation électrique, évidemment, c'est a fortiori décennal. Et donc, vous comprenez, en réalité, et c'est là que vous devez piger le truc, hein, si vous ramenez le prix d'une DO sur 10 années, et que vous voyez ce que ça couvre, vous apercevez que ça ne coûte rien en fait. D'ailleurs, il y a très peu d'assureurs qui gagnent de l'argent avec la DO, il faut être très clair, hein, objectivement. Hein. Donc, regardez le prix et vous regarderez que peut-être le mitigeur douche zénitale gros E à 3700 balles, il vaudrait mieux peut-être prendre la DO maintenant et mettre le gros E dans 2 ans. Alors, ça sera peut-être moins classe quand vous parlerez à vos amis. Vous ne pourrez pas dire, tu as vu la douche de ouf que j'ai. Mais n'empêche que le jour où vous aurez un pet sur votre toiture, vous serez content d'avoir une DO. Hein. Alors que votre douche, le jour où vous avez un pet, bon, c'est bien, ça permet de se passer les nerfs, mais c'est pas ça qui va résoudre votre difficulté. Et la première question que votre avocat vous posera, c'est vous avez une DO? Et là, vous penserez à ce que je vous ai raconté. Vous direz, ah mince, c'est con, hein, on aurait pu l'avoir. Donc, on en revient à ma procédure. Donc là l'expert va se prononcer là-dessus, en fait. Il va dire oui, ça rentre pas. Après, on peut discuter s'il pense que c'est bon, mais il va prendre une position à son âme, à mes consciences. Si c'est très évident, il n'y aura pas de difficulté. Si c'est plus discutable, il y aura peut-être des discussions. Mais si c'est discutable, c'est que c'est peut-être pas si grave que ça non plus. Hein. Donc, faut peut-être pas non plus. C'est peut-être pas grave, c'est pas ça l'essentiel. Et une fois que ce rapport est rendu et transmis par l'assureur à l'assuré, qui va donc ouvrir sa garantie, alors l'assureur va devoir, dans les 90 jours suivant la réception de votre déclaration de sinistre, vous faire une proposition indemnitaire. Donc, comprenez, ce système-là qui est d'ordre public est très largement sanctionné si l'assureur venait à penser que ce ne serait pas amusant de respecter ces délais-là. C'est très contraignant. C'est-à-dire que s'il ne respecte pas ces délais, par exemple, il ne peut plus contester le principe de sa garantie. C'est-à-dire que si vous avez une tâche sur une maquette et qu'il n'a pas contesté dans les 60 jours, autant vous dire que la tâche sur la maquette, il la payera, quand bien même
C'était pas bien. Alors, vous allez me dire, bah, c'est quand même vache pour lui, mais non, mais ça veut dire que c'est efficace. C'est-à-dire que comme tu sais que tu vas être puni, les 60 et 90 jours, tu les respectes. C'est ça l'idée. Donc, comptez 3 mois. Donc, maintenant, je fais un comparatif très simple, hein. Judiciaire, 5 ans. DO, 3 mois. Ça ne veut pas dire que ça marchera, la DO, parce que des fois, ils contestent, ils disent non. Mais en 3 mois, je sais où j'en suis et je sais déjà le désordre. J'ai déjà eu un expert, j'ai un rapport, j'ai quelque chose, quoi. Sinon, 5 ans pour savoir si oui ou non ça passe, faut avoir les moyens, hein, d'attendre et puis il faut avoir des moyens financiers pour financer ces litiges. Alors, une fois qu'il a payé, l'assureur dommage ouvrage, et je termine la boucle, il va faire ses recours. C'est pour ça que la DO, vous trouvez peut-être ça cher en souscription, mais en réalité, c'est pas très cher par rapport au risque. Mais en fait, l'économie est circulaire, c'est à double détente, c'est-à-dire que l'assureur de dommage quand il a payé, en principe, il fait ses recours. C'est pour ça que c'est important d'amener bien ses attestations à son assureur pour qu'il puisse bien faire ses recours derrière. S'il fait bien ses recours, il est content. Il va garder juste la franchise pour lui, qui est de l'ordre de 1 500 €, et pour le reste, les assureurs décennales paieront. Alors, vous allez me dire, à quoi sert la DO du coup? À préfinancer, justement. Et ça, c'est quand même un gros avantage, parce que le préfinancement, autant vous dire que c'est quand même le nerf de la guerre. Par ailleurs, si les recours, ça ne marche pas, si ça ne se passe pas bien, si l'entreprise est liquidée, si l'assureur décennal de l'entreprise est liquidé à son tour, la DO, elle devra payer quand même, quoi. Et aujourd'hui, vous savez, vous lisez un peu la presse, vous avez bien vu qu'il y a quand même un certain nombre d'assureurs exotiques qui ont fait faillite, quoi. Hier, il y a eu encore un CPR qui a fait un signalement d'un grossiste vendant des produits frelatés sur le marché. Donc, avoir un bon partenaire DO, c'est solidifier sa première ligne de défense, c'est solidifier sa garantie. Parce que ce qu'il y a en dessous, ce n'est pas vous qui souscrivez, c'est les entreprises. Et les entreprises, où est-ce qu'elles ont été chercher leur assurance? Comment ils l'ont souscrite? Évidemment, c'est extrêmement complexe à savoir. Et moi, je suis spécialiste, donc je peux lire. Vous n'êtes pas spécialiste, et donc vous pouvez difficilement lire. Autrement dit, la DO, ça sert à quoi? Alors, on va faire une synthèse, hein. C'est obligatoire. Donc, il y a un moment, quand c'est obligatoire, c'est penser, est-ce que vous estimeriez possible de conduire une voiture sans permis? Voilà. La réponse est non. C'est tout aussi obligatoire. Voilà. Donc, je ne comprends même pas l'idée qu'on se pose la question. 2, à quoi ça sert? Ça sert à être couvert soit sans compter sur les autres. C'est quand même fondamental. Et donc, si on choisit bien son assureur, et là, en l'occurrence, avec MMA, ça va, hein. Je connais la bête, c'est assez solvable, hein, vous n'avez pas de doute là-dessus. Donc, du coup, j'ai un bon assureur, il est à moi. Si je vends, je suis moi-même garanti encore, parce que j'ai transmis ma DO, et je vais avoir ma garantie CNR qui va aller dessous. Et donc, techniquement, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai un vrai problème, et aujourd'hui, comprenez, la question, c'est pas de savoir si je suis triste parce que j'ai une rayure sur mon parquet ou je sais pas quoi. J'ai envie de dire, tout le monde arrive à vivre avec une rayure de parquet. Tout le monde y arrive. Par contre, quelqu'un qui arrive à vivre sans toiture ou sans chauffage, en fait, c'est beaucoup plus discutable. En fait, c'est pas possible. En fait, et très vite, ça tourne vinaigre. Et là, très honnêtement, quand vous avez une assurance dommage ouvrage, j'ai envie de dire, votre problème va se régler, à échéance de 6 mois. 6 mois contre 5 ans, comment vous dire? Il n'y a pas tellement de discussion. Et quand on est au contentieux, et moi je suis avocat de contentieux, mais je conseille aussi, puis j'accompagne beaucoup de compagnies d'assurance, autant vous dire que quand il n'y a pas de DO, c'est le drame, quoi. Et les drames humains, ça existe tous les jours, parce qu'il y a des gens qui, voyant leur rêve partir en sucette parce qu'il y a un désordre, et ça peut arriver un désordre, n'ont pas de solution technique parce qu'il n'y a pas de DO, et derrière, les assureurs, c'est des pitres. Et du coup, ils pleurent. Et, voilà. Et quand ça pleure dans les chaumières, en général, les couples explosent, ça devient des drames humains. Donc, je veux dire, tout ça, c'est la DO, quoi. Voilà. La DO, c'est simple. Ça a été inventé par le législateur qui tenait compte, en 78, et je reviens à l'origine, hein, du fait qu'il y avait des assurances, mais on n'arrivait jamais à les mobiliser. Aujourd'hui, on a un produit, la DO, qui fonctionne en fait très très bien, qui est très protecteur des intérêts de la maîtrise d'ouvrage et qu'on arrive, si ce n'est amiablement, au moins judiciairement, très facilement à mettre en œuvre s'il y a lieu. Et donc, techniquement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand bien même l'assureur joue pas le jeu, à terme, vous pouvez être sûr que s'il est solvable, globalement, vous rentrerez dans vos frais et vous serez indemnisé à hauteur des enjeux qui sont les vôtres. Voilà. Alors du coup, j'ai envie de vous dire, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que les gens ne comprennent pas qu'il faut prendre une DO. Ce n'est pas une obligation, la DO, c'est juste du bon sens. C'est-à-dire, le bon sens, c'est quoi dans la vie? C'est j'assure ce que je ne suis pas en capacité de payer moi-même. Voilà. C'est ça, la règle de l'assurance. Si je suis capable de me repayer mon écran plasma, je ne prends pas d'assurance sur mon plasma parce que je peux remettre 700 balles dans une télé sans mourir.
Quelqu'un qui peut remettre 200 000 balles dans sa baraque une fois qu'il a un prêt en charge, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et donc, j'ai envie de dire, quand on n'a pas les moyens de payer soi-même, on prend des gens qui paieront à notre place. C'est à ça que sert la DO. Voilà. C'est pour ça qu'il faut la prendre, à mon avis, plus que pour toute autre raison. Voilà, à peu près, Blandine. J'ai à peu près mon timing. Merci beaucoup Cyril pour ces explications très bien illustrées. Pour rappel, si vous avez des questions, vous pouvez d'ores et déjà les poser via l'espace de discussion. On y répondra bien sûr à la fin de la séance, mais n'hésitez pas à nous les poser dès maintenant. Je vais maintenant laisser la parole donc à Cédric Wallace qui va pouvoir du coup illustrer donc les risques et les conséquences d'une non-souscription de dommages ouvrages et puis parler également du partenariat donc MMA Verifimo. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter. Donc, Cédric Wallace. Donc, je suis inspecteur souscripteur donc auprès de la compagnie MMA. On a mis en place donc un partenariat avec Verifimo. Ce partenariat, les premiers échanges avec le cabinet remontent à près de 18 mois, puisque ça a mis un certain temps pour mettre en place ce partenariat. Puisque, comme Maître Charbonneau le précisait brillamment lors de son exposé sur l'assurance dommage ouvrage, c'est un sujet quand même assez complexe, notamment pour les particuliers qui souhaitent mettre en place une assurance DO, puisque généralement le particulier c'est un profane. Il ne connaît pas forcément tous les tenants et aboutissants de l'assurance dommage ouvrage et surtout l'intérêt d'une dommage ouvrage. Donc, nous, on cherchait un partenaire solide qui connaissait déjà cette particularité et cette expertise dans le domaine de la construction de maisons et de rénovation. Et puis Verifimo, c'est effectivement un cabinet de courtage, mais vraiment spécialisé dans le domaine, puisque déjà dans son métier, son premier métier d'analyse des dossiers construction, on a trouvé en lui vraiment un partenaire idéal pour mettre en place cette dommage ouvrage pour les particuliers. D'autant plus que ce cabinet donc, a un outil informatique qui est tout à fait performant et fluide pour absorber les différents flux, puisque c'est vrai que la constitution d'un dossier technique de souscription est quand même assez lourd, même pour le particulier, puisqu'on demande quand même un certain nombre de documents techniques pour analyser le dossier et souscrire le contrat. Alors, dans ce partenariat, on est parti vraiment d'une feuille blanche sur le fait que comment on pouvait mettre en place un partenariat solide, efficace et simple. Comment on a procédé? Donc, on a identifié déjà l'ensemble des types d'opérations que vous étiez en mesure de financer via un prêt bancaire. Donc, ça allait de la rénovation d'une maison, rénovation d'un appartement, une construction neuve, une réhabilitation. Donc, on a fait vraiment un travail en amont d'identification de l'ensemble des risques. Et notamment des particularités aussi par région, puisqu'il y a des fois des régions qui ont des particularités de construction aussi, donc il fallait prendre ça en compte également. Donc du coup, on a mis en place donc cet accord tarifaire donc sur une base qui comprend à la fois la tout risque chantier, la dommage ouvrage, donc comme l'a évoqué Maître Charbonneau, la garantie obligatoire, et la garantie constructeur non réalisateur. Donc c'est un contrat sous forme packagé, donc il n'y a pas de possibilité d'option. C'est-à-dire qu'on couvre du premier coup de pioche du chantier jusqu'à la réception et ensuite les 10 années qui suivent la réception. Alors ce montage, on a essayé de le faire assez simple tout en essayant de bien identifier les critères de souscription. Donc on a mis en place en fait une grille tarifaire avec une prime forfaitaire suivant le type de travaux, le coût des travaux,
Et après, il y a des particularités suivant la typologie, peut-être des rénovations. Voilà. Donc, au niveau du périmètre de notre offre, on est parti sur des chantiers donc, de construction neuve, hein, de maisons individuelles hors CCMI. Hein. Le CCMI, c'est constructeur de maisons individuelles, où là, généralement, les constructeurs de maisons individuelles proposent déjà, dans le cadre de leur proposition, une assurance dommage-ouvrage. Donc là, nous, on intervient généralement uniquement quand c'est un architecte ou un maître d'œuvre. Autre type d'opération, des extensions de maison ou des rénovations ou réhabilitations de maisons individuelles. Alors, sur le deuxième périmètre, j'interviens, c'est sur la sinistralité, qui est vraiment un sujet important sur la dommage ouvrage, puisque, comme Maître Charbonneau précisait, la dommage ouvrage, c'est pas là où on gagne beaucoup d'argent, les assureurs construction. C'est effectivement un risque complexe et long. Donc, c'est vrai qu'il y a très peu d'assureurs qui s'y intéressent parce que des risques longs, ça mobilise déjà beaucoup de fonds. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a très, très peu d'acteurs. Il y a eu quelques acteurs étrangers qui se sont intéressés au sujet, mais ils avaient oublié qu'il fallait capitaliser pendant 10 ans. Donc, malheureusement, ça n'a pas fonctionné longtemps. Mais bon, ils ont fait des dégâts sur le marché français et c'est vrai qu'on a vu quelques chantiers où malheureusement le particulier avait souscrit une dommage ouvrage chez un assureur exotique et aujourd'hui, il a malheureusement plus que la feuille de papier pour faire office d'assurance. Donc c'est vrai que c'est important aussi d'avoir un assureur local et surtout un assureur français qui maîtrise le sujet et qui est solvable et qui connaît aussi la matière. Donc dans cette deuxième partie, je vais vous parler de la sinistralité liée à la maison individuelle, sachant que moi je fais partie également de l'agence qualité construction, donc c'est une association qui regroupe différents assureurs sur le marché français et qui analyse donc les différentes pathologies des sinistres en construction, en assurance construction. Donc, l'association recueille l'ensemble des rapports d'expertise des hauts et ils font en fait une synthèse annuellement des pathologies des sinistres en maison individuelle. Alors là, sur ce slide-là, vous voyez qu'on fait un recollement de tout ce qui est désordre lié à la maison individuelle. Donc le plus important en termes de pourcentage de sinistres, c'est essentiellement les revêtements de sol, notamment le carrelage. Carrelage où on a encore pas mal de sinistres liés au phénomène de fissure ou de soulèvement de carrelage. Je vous montrerai après des photos de sinistres assez importants. La deuxième partie qui concerne également, c'est la couverture. Donc ça, c'est tout ce qui est infiltration en toiture, notamment lié à des phénomènes soit de tempête ou même ou de défauts liés à l'étanchéité. Et ensuite, d'autres critères, mais qui sont quand même un peu moins importants. On voit des nouveaux sinistres qui apparaissent, notamment tout ce qui est isolation thermique par l'extérieur. Donc, c'est notamment lié à la rénovation des bâtiments anciens. Où, malheureusement, aujourd'hui, on fait de plus en plus de caissons de maisons isolées, sauf que la ventilation n'est plus bien réalisé, donc du coup on voit des problèmes de condensation à l'intérieur des bâtiments. Sur le deuxième partie, la manifestation des désordres, donc là c'est aussi un récapitulatif de l'AQC.
On voit donc la majorité des désordres, c'est quand même des défauts d'étanchéité à l'eau. Donc effectivement, comme je vous le disais juste avant, c'est essentiellement les problèmes d'infiltration, soit par toiture, soit par façade, aussi parfois au niveau des menuiseries. Il peut aussi y avoir des remontées d'eau par les nappes ou par capillarité. On voit des nouveaux phénomènes, notamment des problèmes liés à la sécurité d'utilisation. Alors, sur la maison individuelle, pas trop, mais essentiellement sur les logements collectifs ou les problèmes d'accessibilité pour les handicapés. Ça, c'est des nouveaux désordres qu'on voit apparaître. Il y a encore des défauts de stabilité, puisque malheureusement, le foncier est de plus en plus rare. Donc, c'est vrai qu'on fait construire dans des zones de plus en plus inondables, mais aussi avec des sols qui ne sont pas forcément très bons. Donc c'est pour ça qu'on demande souvent, quand c'est des constructions neuves, et notamment des constructions assez importantes, une mission d'études géotechniques pour voir l'état du sol et pour adapter les fondations par rapport à l'état du sol. Voilà. Donc les principales caractéristiques de la sinistralité n'ont pas forcément évolué. Majoritairement, les assureurs se rendent compte que c'est souvent des défauts de mise en œuvre. On s'aperçoit que malheureusement le BTP est encore en manque de main-d'œuvre, mais aussi surtout de professionnalisation. Donc c'est encore beaucoup de désordres liés à la mise en œuvre. On voit de nouveaux phénomènes, notamment avec tout ce qui est innovation, donc l'accroissement de la sinistralité liée au développement durable. Donc, comme je vous le disais, l'isolation thermique par l'extérieur, on voit de nouveaux sinistres. Il y a aussi l'isolation, par exemple, l'isolation à 1 euro, où on voit de nouveaux sinistres là, où malheureusement il y a quelques entreprises qui profitent de la situation et notamment de particuliers pour proposer des isolations à 1 euro, mais ils ne prennent pas les précautions, ils ne sont pas forcément toujours très professionnels, donc ça c'est des nouveaux sinistres. Mais il y a aussi le photovoltaïque où on est assez vigilant sur l'innovation. Ensuite, on a aussi des fois des sinistres répétitifs, ce qu'on nomme des sinistres sériels. Donc ça, c'est une répétition, par exemple, sur des désordres liés peut-être à des menuiseries. Voilà, un défaut de fabrication d'une menuiserie, ça arrive parfois. Et au niveau des réparations, on s'aperçoit aussi que sur les 10 années qu'on couvre une construction, des fois, on intervient en réparation et là, on a des fois des surcoûts assez importants liés aux nouvelles réglementations qui apparaissent. Et c'est vrai que quand il y a un désordre sur une habitation, donc on doit réparer, mais on doit réparer aux normes en vigueur. Donc si les normes évoluent, il faut parfois mettre un peu plus d'argent en termes de règlement de sinistre. Et le dernier point où Maître Charbonneau l'a évoqué, c'est vrai que on a encore surtout dans le BTP, surtout en assurance construction, il y a quand même encore beaucoup de judiciaires. Et c'est vrai qu'avec la crise économique et le consumérisme, il y a une augmentation de la judiciarisation des dossiers. La dernière partie que je vais vous présenter, c'est des exemples de sinistres qu'on a. Là, donc, c'est des photos réelles que j'ai retirées de différents rapports d'expertise. Donc, vous verrez, je vais vous les commenter. Donc, sur cette première partie, donc là, c'est des défauts au niveau des menuiseries. Où donc, il y a un défaut, il y a un problème de fabrication. La deuxième photo en bas, c'est au niveau des seuils. La photo de gauche, il y a un seuil qui pose problème pour l'accessibilité aux handicapés. Donc ça
Ça intervient au titre de dommage ouvrage, puisqu'il y a une impropriété à destination, puisque si il y a un fauteuil roulant qui veut rentrer, il peut pas rentrer facilement à cause du seuil qui a mal été réalisé. Un autre exemple de sinistre, là, c'est des ponts thermiques et des défauts d'isolation. Et puis, il y a aussi des défauts d'étanchéité à l'air. Donc là, ça crée des champignons, hein, et des moisissures. Donc, vous voyez, les photos sont assez parlantes. Et là, c'est l'un des derniers sujets. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est le carrelage ou des défauts de pose liés au carrelage qui peuvent provoquer des soulèvements. Donc vous voyez, là, il y a une compression qui se crée puisqu'il n'y a pas eu de joint de fractionnement qui a été créé et un défaut de mise en œuvre. Donc du coup, là, soulèvement, et donc là, forcément, il n'y a pas de discussion sur l'impropriété à destination de ce sinistre. Alors, ces sinistres-là sont assez coûteux pour les assureurs puisque généralement la maison est occupée et donc du coup, il faut reloger les personnes si en cas de réparation. Plus, il faut reprendre toute la surface. Donc, des fois, il faut déposer la cuisine, il faut déposer les meubles qui sont déjà implantés. Donc, c'est des fois des sinistres qui sont très coûteux pour l'assureur. Et le dernier slide, c'est alors ça, c'est des photos quand même assez impressionnantes. Là, c'est lié au sol, donc d'où l'importance de demander une étude de sol avant le démarrage des travaux, puisque parfois on peut tomber soit sur de l'argile, hein, ou des fois, il y a des fois aussi des cavités. Donc vous voyez, sur la photo de gauche, là, c'est soulèvement carrément du carrelage. Donc, vous voyez, par rapport aux plaintes, il y a quand même un écart assez important. Et à droite, il y avait une cavité. Donc, c'est lors des travaux de terrassement qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un creux. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les adresser. Merci beaucoup Cédric pour ces explications et ces illustrations bien parlantes. Je vais désormais donc laisser la parole à Aurélie qui va donc nous en dire plus sur la solution dommage ouvrage et sur le partenariat MMA Verifimo. Tout à fait, Blandine. Je vais commencer par une parenthèse très rapide pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui et repositionner très rapidement Verifimo par rapport à notre métier d'origine. Verifimo, nous sommes une société indépendante, hein, je le précise, et nous travaillons depuis 30 ans dans le cadre de différents partenariats avec des réseaux bancaires nationaux et mutualistes. Et notre métier, c'est la sécurisation des financements immobiliers, donc pour le compte de nos partenaires bancaires. Et nous intervenons sur des projets de construction de maisons individuelles et également de rénovation, d'extension, comme cela a été évoqué dans les présentations qui viennent de se dérouler. Nous traitons à peu près 10 000 projets de construction ou de rénovation par an pour le compte de nos partenaires bancaires. Et voilà, notre mission, c'est vraiment d'apporter de la sécurisation, de la valeur ajoutée, et de l'accompagnement aussi aux particuliers emprunteurs qui fait construire sa maison ou qui intervient sur des travaux de rénovation de son bien. Donc, notre activité de base, hein, j'ai envie de dire, se décompose en 4 modules à la carte qui sont proposés tous les 4 dans le cadre de l'octroi des prêts immobiliers, donc à nos partenaires bancaires. Le premier module, celui qui est en orange sur le chart que vous voyez, correspond vraiment aux obligations d'origine du prêteur qui sont liées à la loi du 19 décembre 90 sur le contrat de construction de maisons individuelles. Donc, j'imagine que c'est des sujets sur lesquels vous êtes plus ou moins familier. En tout cas, l'établissement bancaire qui finance une construction de maison individuelle a des obligations de contrôle de la conformité réglementaire du projet. Donc, on intervient effectivement pour le compte de la banque au titre d'une sorte de middle office déporté pour réaliser ces obligations de contrôle. Et puis, on a d'autres modules qui sont présentés ici, sur lesquels je ne vais pas forcément revenir dans le détail, mais qui permettent là aussi d'apporter de la sécurisation à l'établissement bancaire, tout comme à l'emprunteur, donc un module de certification d'attestation d'assurance. Hein, on l'a vu à quel point
Le fait d'avoir des attestations d'assurance décennales en bonne et due forme sur un projet, c'est extrêmement important. Nous réalisons ce type de contrôle et de vérification pour le compte de nos partenaires bancaires. Nous avons également un module de cohérence budgétaire qui a pour vocation de s'assurer que l'emprunteur soit bien en possession de tous les devis d'entreprise permettant d'aboutir à l'habitabilité de sa maison. Donc ça, c'est particulièrement important. On l'a beaucoup évoqué aujourd'hui, mais dans les projets hors CCMI, dans le cas où le particulier est seul ou même accompagné d'un maître d'œuvre, mais ne passe pas par un constructeur structuré. Donc là, effectivement, on va s'assurer que tous les devis ont bien été prévus et qu'on ait une bonne concordance avec l'enveloppe de financement que vous avez prévue, de manière à pouvoir vous alerter si on constate un décalage entre les deux. Et puis, dernier volet, donc la vérification des compétences techniques. Là, c'est un volet qui s'applique dès lors que l'emprunteur a le souhait de construire tout ou partie de sa maison seul, donc avec ses mains ou avec ses amis. Et dans ces cas-là, on va vous accompagner pour mieux sécuriser ces opérations et notamment vérifier les compétences techniques professionnelles des personnes qui vont intervenir à titre personnel, donc pas dans le cadre d'une facturation, dans le projet de votre client. Donc voilà, brosser rapidement le cadre de notre intervention d'origine pour positionner notre offre actuelle. Voilà. Donc quelques mots également pour revenir plus dans le cadre justement du financement de vos opérations sur la dommage ouvrage et les problématiques auxquelles vous êtes certainement exposés. On va parler là plus expressément des projets hors CCMI puisque, comme l'ont dit les intervenants préalables, dans le cadre des contrats de construction de maisons individuelles, il n'y a pas vraiment de difficulté dans la mesure où la dommage ouvrage est en général fournie par le constructeur. Toutefois, pour rappel, dans le cadre des CCMI, la banque a l'obligation de vérifier la présence de la dommage ouvrage, donc même si elle est généralement incluse dans le prix qui est convenu par le constructeur. La problématique est plus complexe, effectivement, dans les projets hors CCMI. On parle là des constructions ou des rénovations et des extensions de maisons individuelles. Dans ces cas-là, le banquier prêteur n'a pas d'obligation de contrôle à proprement parler, mais un devoir de renseignement et de conseil. Et on l'a vu au travers des nombreux exemples et des illustrations qui viennent d'être faites. C'est une assurance qui est vraiment essentielle dans le cadre de ces opérations, du fait notamment de la multiplicité des intervenants. C'est vrai que quand on doit mettre en jeu une à une les décennales des différents artisans qui interviennent avec les habituels jeux de ping-pong entre les différents assureurs des différents artisans, ça peut s'avérer très complexe. Et là, c'est évidemment dans le cadre des hors CCMI à l'emprunteur lui-même de souscrire sa DO. Et on l'a dit, c'est effectivement une démarche qui peut s'avérer complexe. Complexe parce que son coût est élevé. Complexe parce que sa souscription, on l'a vu en termes de montage de dossier, c'est assez ardu, c'est complexe, c'est technique. Il y a peu d'assureurs sur le marché, peu d'assureurs solides. Donc, ce n'est pas évident tout seul dans son coin de trouver une dommage ouvrage pour sécuriser son projet de construction. Et j'ai envie de dire cerise sur le gâteau, le bénéfice est souvent mal compris par le particulier qui confond les différentes assurances, qui ne fait pas la distinction entre une décennale et une DO. Et puis même, on voit parfois certains professionnels du bâtiment qui ont tendance à inciter leurs clients à s'en priver, à s'en passer, au profit de travaux de finition qui peuvent être une cuisine équipée ou autre. Donc ça, c'est des choses qu'on entend très fréquemment. Les particuliers n'ont pas forcément conscience du bénéfice de cette dommage ouvrage et peuvent avoir tendance à élaguer le sujet, surtout quand il n'a pas été anticipé suffisamment en amont et que du coup, on préfère se payer des travaux de finition. Ça, c'est quand même assez fréquent. Voilà, donc en synthèse, je ne vais pas forcément détailler tous les points, mais il nous semble que c'est vraiment cette assurance dommage ouvrage dans le cadre du partenariat qu'on met en place avec MMA, une solution qui est vraiment pertinente dans le cadre des prêts immobiliers. Et il nous semble vraiment intéressant pour vous, établissement bancaire, de pouvoir la proposer à vos clients. Ça vous permet vraiment un accompagnement de qualité auprès de vos clients. Et encore une fois, l'intérêt aussi d'en parler très en amont pour que cette dommage ouvrage puisse être intégré dans le plan de financement le cas échéant. Comme on l'a vu, quand c'est lissé sur la durée d'un prêt, une dommage ouvrage, c'est complètement indolore. Donc, c'est vraiment important de sensibiliser vos clients à cette assurance et de l'intégrer très tôt dans le montage du financement pour qu'elle soit complètement acceptable. Donc, je ne vais pas revenir sur les différents bénéfices, mais c'est vraiment une sécurité importante que vous pouvez, vous, établissement bancaire, mettre en avant
et tout le monde a à y gagner, aussi bien l'emprunteur, bien évidemment, on l'a évoqué par rapport aux sécurités que ça lui apporte, et vous également en tant qu'établissement bancaire, en termes de valorisation du bien, c'est vraiment une sécurité aussi importante. Voilà, donc on va laisser la place aux questions, je crois qu'il y en a eu un certain nombre. Blandine, oui, merci Aurélie pour ces précisions. Donc effectivement, le tour de table est désormais terminé. On va pouvoir répondre désormais donc aux questions qui ont été posées et vous pouvez bien sûr encore en poser via l'espace de discussion. Petite précision, donc si vous voulez aller plus loin sur le sujet, vous avez ici donc les coordonnées pour nous contacter. Si toutefois le temps ne nous permet pas de répondre à toutes les questions qui seront posées, on va nous en prendre note et on reviendra vers vous par mail pour pouvoir apporter réponse à toutes les questions. Donc une des questions qui est posée, c'est de pouvoir expliquer les garanties liées à l'assurance tout risque chantier et à l'assurance constructeur non réalisateur. Cyril, je vous propose de pouvoir répondre à cette question. Oui, et puis d'une certaine façon, ça rejoint la question relative au packaging des garanties. En réalité, la TRC, c'est une police dommage dont le champ d'application temporel, c'est du début du chantier à la réception. Et donc, quel est son intérêt? C'est de permettre la couverture des dommages matériels qui vont affecter le chantier. Un dégât des eaux, un incendie, un problème de toute nature sur ce chantier-là, n'a donc pas vocation à être couverte par les polices obligatoires qui jouent après réception. Et avant réception, il faut être tout à fait clair, contrairement à la décennale, les entreprises, elles, ne sont quasiment pas assurées. Voilà. Les maîtres d'œuvre peuvent être assurés avec des plafonds, mais les entreprises, elles, n'ont pas de garantie pour les dommages qu'elles causent liés à leur propre lot. L'intérêt d'une TRC, c'est justement de permettre, dans une logique un peu collective, de couvrir les intervenants à l'acte de construire pour réparer les dommages matériels qui vont affecter le chantier. Et quel est l'intérêt? C'est que ça va se faire vite aussi, et du coup d'éviter de blocage de chantier, une expertise, et de partir en contentieux, parce que à partir du moment où les gens peuvent être couverts par la TRC qui a été souscrite, du coup, il n'y a pas besoin de se dire c'est la faute de tel, c'est la faute de tel. Il y a un problème, on l'analyse, on calcule combien ça coûte pour le réparer, la TRC valide avec son économiste, et ensuite on reprend le chantier. Donc là, l'intérêt d'une TRC, c'est donc une police qui est très complémentaire de la dommage ouvrage, puisqu'elle couvre la première partie temporelle d'un chantier, c'est-à-dire la partie réalisation, qui est très objectivement la partie la plus anxiogène en termes de recours sur le plan assurantiel. Donc, ne pas souscrire une TRC, c'est redoutable. Et dans les TRC, il peut y avoir d'autres volets, notamment par exemple des dommages causés aux avoisinants, par exemple, ce sont des couvertures RC pour les particuliers. Et vous voyez, ça peut arriver. Je veux dire, il n'y a pas que des projets qui se passent bien. On peut, en faisant ces travaux, abîmer le fonds voisin. Et le fonds voisin, vous comprenez très bien aussi que. Donc ça, c'est le volet RC de la TRC qui peut jouer dans ce cas-là. Mais voilà, l'intérêt d'une TRC, c'est de couvrir la première partie du programme en termes de temporalité. Et du coup, on a une succession temporelle. On a d'abord la TRC qui joue, et une fois que la réception intervient, on a la dommage ouvrage qui prend le relais. Et du coup, c'est ce qui a été expliqué très bien par Cédric tout à l'heure, on a une continuité temporelle du premier coup de pioche jusqu'à l'expiration des garanties légales, c'est-à-dire 10 ans après réception. C'est ça l'intérêt d'une TRC. Alors, c'est méconnu, mais c'est objectivement une des assurances les plus importantes pour le particulier. On a fait des travaux sur le cabinet, on a acheté des locaux l'année dernière, on fait des travaux de rénovation lourde. On a souscrit évidemment une TRC et elle a joué. Parce que, évidemment, c'est un chantier, il y a eu un dégât des eaux, il y a eu des vols, voilà. Donc, bon, ça, c'est l'histoire du chantier. Donc, la TRC, c'est ça. La CNR, la CNR, j'ai essayé de vous l'expliquer tout à l'heure, mais je reprécise. En fait, la DO vous sert tant que vous êtes propriétaire. Donc, tant que vous êtes propriétaire et que vous avez un dommage, vous faites votre déclaration de sinistre et vous déclarez à votre assureur. Le problème, c'est que cette DO, enfin, le problème, c'est comme ça. La DO est attachée non pas aux personnes, mais attachée aux choses. Donc, si vous vendez votre bien, évidemment, si vous êtes dans les 10 ans à compter de la réception, votre assurance DO, elle part aussi. Elle part avec l'acquéreur. Alors, pour 1001 raisons, l'acquéreur, évidemment, pourrait mobiliser la DO, mais des fois, les acquéreurs sont un peu redoutables et ils pourraient aller vous chercher vous tout seul. Ça arrive, j'ai déjà vu régulièrement. Et là, vous ne pouvez pas aller chercher la DO parce que vous n'êtes pas
titulaire de l'assurance à compter de la vente. C'est l'autre qui est titulaire, c'est l'acquéreur. Et du coup, vous allez me dire, quel est mon risque puisque je n'ai pas construit? Vous avez un risque parce que la loi, 1792.1, dit que vous êtes débiteur de la garantie décennale lorsque vous faites une vente après achèvement. Et donc, du coup, à quoi sert la CNR? Elle permet, son coût est d'ailleurs très modique par rapport à une DO, c'est une assurance complémentaire, mais elle vient, lorsque vous vendez, donc vous n'avez plus la DO, elle vient prendre le relais en quelque sorte pour finir la période décennale. Alors, ça se trouve, vous n'en aurez pas besoin puisque vous n'allez pas vous en servir parce que vous n'allez pas vendre, mais de toute façon, comme vous n'en avez aucune espèce d'idée, puisque personne ne sait si on vend ou on ne vend pas, il y a des mille projets dans la vie, puis on ne sait pas comment ça se passe, alors la CNR permet de se protéger comme ça. Alors du coup, est-ce que packager TRC, CNR et DO semble curieux? Non, je pense que c'est justement hyper malin. C'est justement la souscription d'une seule de ces garanties qui pose problème. La DO seule, sans la CNR, très honnêtement, c'est une prise de risque. Vu le coût de la CNR par rapport à une DO, honnêtement, c'est idiot. Et une TRC, honnêtement, un chantier qui se passe bien, tout le monde le souhaite, mais je veux dire, renseignez-vous auprès de vos camarades qui ont fait des travaux chez eux, et vous verrez que ça se passe jamais bien. Il y a toujours un moment où on a un problème. Et donc, avoir une TRC, c'est quand même solutionner une partie de ces difficultés-là. Et puis après, pour l'assureur, donc les MMA, c'est un moyen aussi d'avoir une visibilité globale de son opération. Et c'est pour ça aussi qu'il peut s'engager sur de la souscription de la DO pour des produits, et je le rappelle, qui ne sont pas sexy pour les compagnies d'assurance, parce qu'elles appellent finalement des masses de primes qui sont faibles par rapport à une exposition au risque qui est très forte. Et donc, d'une certaine façon, créer un ensemble TRC, DO, CNR, ça permet d'avoir une visibilité du risque de sinistralité pour l'assureur qui le rassure et qui permet d'avoir un suivi global de la sinistralité sur une opération dans sa globalité et les garanties qui suivent. Moi, je trouve moi, si je devais conseiller quelque chose, de toute façon, c'est comme ça que je conseillerais. D'ailleurs, j'en suis tellement convaincu que mes travaux, j'ai bien TRC, DO, CNR. Pourtant, c'est un immeuble parisien. J'ai acheté 2 étages, j'ai fait une trémie, j'ai fait un escalier pour les relier. Mais donc, vous comprenez très bien que je suis pas dans l'épicentre du truc où je me dis qu'il y a un risque de dingue sur mon chantier. Si, en fait, j'ai des risques dingues, risques aux avoisinants, et puis des risques qui se réalisent, quoi. J'ai déjà deux dégâts des eaux sur mon chantier. Bon, voilà, je suis content d'avoir une TRC parce que ça fluidifie mon problème. Voilà à peu près pour ces 2 questions que j'ai reliées, du coup, Blandine. Très bien, merci beaucoup. Très rapidement, une autre question pour quand même essayer de répondre à 2 questions. La question est également posée de comment est-ce qu'on peut proposer un prix à l'emprunteur. Donc sur ce sujet-là, je vais laisser Aurélie répondre. Tout à fait, merci Blandine. Donc effectivement, comme l'évoquait Cédric tout à l'heure, on a mis en place dans le cadre de notre partenariat une grille tarifaire qui dépend d'un certain nombre de critères liés au projet de votre client. Donc que ce soit une construction, encore une fois, ou une extension-rénovation. Le premier critère, c'est évidemment le coût de l'opération, donc avec une prime forfaitaire par tranche de coût de construction. Il y a également d'autres critères qui peuvent pondérer le montant de la prime qui est due. Donc, pour que les choses soient simples, puisque vraiment on est dans cette optique de vous faciliter la vie et de faciliter la vie de l'emprunteur, on a mis en place sur l'extranet qui est à disposition de nos partenaires bancaires une calculette, un simulateur qui permet au conseiller bancaire, le cas échéant, de faire une rapide simulation du coût de la dommage ouvrage et de pouvoir en informer très rapidement son client, de manière à intégrer très vite le coût de cette dommage ouvrage dans le plan de financement. Ça, c'est vraiment important pour que ce soit, encore une fois, indolore pour le client. Donc voilà, c'est tout simple. On a mis en place sur notre extranet accessible au réseau bancaire avec lesquels nous travaillons un simulateur qui permet aux conseillers de simuler le prix de la dommage ouvrage. Voilà. Merci beaucoup. Donc le temps nous est déjà, le temps qui était imparti est déjà passé. Donc on reviendra vers ceux qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Le replay de ce webinaire vous sera adressé par mail. Merci beaucoup d'avoir suivi donc cette table ronde. Le prochain webinaire Verifimo aura lieu courant juin. Le thème sera donc le financement d'une construction et comment bien appréhender l'enveloppe budgétaire. Un grand merci à nos intervenants aujourd'hui. Donc un grand merci à Cyril Charbonneau, Cédric Wallace pour leur participation à cette table ronde. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous tous. Voilà, bon après-midi. Merci beaucoup.